Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil à vous tous. Excellente matinée en notre compagnie. Journée pluvieuse aujourd'hui, eh bien, vous allez sortir vos parapluies, vous allez sortir vos petites bottes et pourquoi pas aussi les manteaux, enfin les légers, hein, pas encore les grosses fraîches, le gros froid, mais en tout cas faites attention. La température est à 15 degrés, donc ça commence à se refroidir. En tout cas, soyez prudents sur la route. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 novembre. 9 novembre, nous allons être en compagnie de nos rubriques habituelles du dimanche matin, à commencer par Ramzi Mhamdi dans sa rubrique sport. Aujourd'hui, il nous donnera toutes les grandes lignes et surtout les rendez-vous à ne pas rater, tout ce qui a marqué l'actualité donc de la semaine, le week-end et surtout aussi des bonnes nouvelles. Il nous a habitués à nous donner quelques bonnes nouvelles donc sportives. On en saura plus dans un tout petit moment. Nous aurons également Samira Hadjahmar dans sa rubrique écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera des greniers du Touet, Gourara, Tidikelt, en tout cas une belle partie à aller dans cette région, une belle région du sud algérien à nous faire découvrir. Eh bien, nous aurons également Flabnour dans sa rubrique Les Algériens du monde. Aujourd'hui, elle nous parlera d'une actualité aussi à travers notre communauté établie à l'étranger. Yazid Ait Mahdine, à travers sa rubrique So, sera là parmi nous dans un tout petit moment. Et aussi nos invités, à commencer par une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Nous aurons à cet effet un représentant du ministère donc, de la Santé, une représentante du ministère de la Santé, et Monsieur Abdelhamid Hached qui sera bien sûr parmi nous, qui représentera aussi le ministère des Affaires religieuses et des Waqf pour cette campagne donc, de vaccination contre la poliomyélite. Une invitée sera parmi nous, elle aussi, qui va nous parler de sa participation au Salon international du livre avec son tout premier ouvrage, L'humain à l'ère de l'intelligence artificielle, l'humain à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, on en parle énormément. Ça sera notre dossier aujourd'hui à travers sa présence sur notre plateau. Et puis, on revient aussi sur l'actualité sportive. Un marathon se profile, ça sera le 14. Un semi-marathon sera programmé ce 14, donc du mois. Et bien sûr, nous allons en parler avec notre invité, les préparatifs et tous les participants qui viendront à cet effet. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Allez, on commence en douceur avec cette belle chanson Babylone qui chante Gouloulha. مراكيش حاسة بيا سهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي مراكيش حاسة بيا سهريني ليالي غير بشوية اللطف عليا وانتي ما دارية بحالي قولوا لها راني نسهر الليل هاد الزين ما داير فيا قولوا لهاش عليها نغير بلا بيك انتي ما عندي دنيا لك نقرب تبعدني عليك مسافات روحي ليا بالك نجرب انا ننسى اللي فات كل ما نحاول لك نقرب تبعدني عليك مسافات روحي ليا بالك نجرب ننسى اللي فات مانيش صابر على فراقها نعيط لها نسمع صوتها هي لو كان يحن قلبها بتولي ليا قولوا لها راني نسهر الليل هاد السين ما داير فيا لا تقولوا لهاش عليها غير لا بها ياك ما عندي دنيا
De retour sur notre plateau, on l'accueille comme chaque dimanche matin. Il est parmi nous. Ramzi Mohamdi, bonjour. Bonjour Amal. Comment ça va? Très très bien. Très bien, en forme surtout. Il nous a habitués à nous donner de bonnes nouvelles et on va en savoir plus dans un tout petit moment, juste après cela. On adore commencer avec les bonnes nouvelles et cette fois-ci, c'est la natation qui est à l'honneur. Oui, aux Jeux islamiques qui se déroulent à Riyad, le nageur algérien Jawad Sioud a décroché l'or. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Aux 400 mètres nage, avec un chrono de 4 minutes 23 secondes et 36 centièmes. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière, et ce ne sera pas la dernière. On a aussi l'équipe mixte qui s'est adjugée le bronze. Elle est composée de Bouali Erdouane, Ben Baranazim, Rima Ben Mansour et Nesri Midjahed, qui se sont parés de bronze en 4 fois nage libre. D'accord, c'est bien, c'est une équipe mixte, c'est-à-dire une seule médaille pour cette équipe. Oui, c'est très bien pour nos nageurs. On voit d'ailleurs les images de Sioud, qui s'est imposé face aux deux Turcs, qui sont premiers au classement général avec beaucoup de médailles. D'accord. Oui. On voit l'entraîneur algérien, le coach algérien qui encourage le nageur. C'était pas facile pour lui. Oui, mais il a remporté et on est content pour lui, en tout cas content de cette médaille. Oui, après la première journée, on a disputé hier la première journée, on est 6e. D'accord. Pour le moment. Ça va continuer. Ça va continuer aujourd'hui avec la boxe, l'haltérophilie et la natation où Sioud va concourir aujourd'hui à 8h. En ce moment, il concourt. Très bien, on lui souhaite bonne chance, bon courage, j'espère qu'on aura d'autres médailles. Oui. Voilà. Alors c'est une première édition, c'est les Jeux de la solidarité islamique, c'est cela? C'est cela. Voilà, ça se passe en Arabie Saoudite, à Riyad. Très bien, très bien. On va continuer cette fois-ci avec la Coupe mondiale d'escrime, Coupe du monde d'escrime qui se déroule sur une étape. Une très importante étape dans le concours d'escrime où l'Algérie accueille cette édition au complexe Mohamed Boudiaf. On a eu 371 participants de 42 nationalités, 14 Algériens. Voilà, on voit les images. Très bonne organisation. Très bien. Avec des champions du monde, des vice-champions du monde, des vice-champions olympiques. On a nos chances. C'est trop dire, mais on n'a pas eu de médaille. Mais la participation permet à nos jeunes escrimeurs, escrimeuses, ils étaient 14 hommes et 7 filles, parmi le très jeune Oussama Ben Sghir, qui n'a que 16 ans. D'accord. Il y a aussi Malik Abrous ainsi que Mathis Aïtouflah qui ont passé le premier tour. Mais c'est une expérience pour eux. Très bien. Parce que 42 pays. 42 pays. Et l'Algérie, on est 14, c'est cela 21 participants, 14 hommes et 7 filles. D'accord, c'est important. Alors, une pensée particulière à notre ancien escrimeur, Allah yarhamou, Mustafa Boufellah, lui qui avait remporté aussi des médailles en escrime d'ailleurs. Oui, et on a quelques déclarations de participants, du président de la Fédération camerounaise d'escrime, de la sélectionneuse de l'Algérie et du vice-champion olympique, le Tunisien. Parfait, on va écouter donc. On va écouter, ça va venir. Nous sommes venus ici à la Coupe du Monde de sabre à Alger. Mes impressions sont très bonnes. J'ai été impressionné par le nombre de participants. Nous avons à peu près 400 tireurs. Pour un pays africain, je crois que c'est une très bonne chose. Nous avons des tireurs qui viennent de partout dans le monde. Ça veut dire que la Fédération algérienne d'escrime a fait un très bon travail et que le pays lui-même, il est sérieux. Voilà. Alors, la participation algérienne, hier, on avait commencé par 14 sabreurs, tous avec quand même un niveau appréciable. Ils n'ont pas démérité sur les pistes. La composante de l'équipe nationale, actuellement, après les Jeux Olympiques de Paris, elle a changé. Où la majorité, les 80%, c'est des jeunes. À peine, ils sont cadets et juniors. On a gardé quelques éléments, justement, pour que ce soit eux qui vont tirer l'équipe vers le haut.
Alors, les filles aujourd'hui, bon, on a 7 filles. Elles n'ont pas eux aussi démérité. Elles ont fait leur maximum. On a maintenant, on comptait surtout sur les anciennes comme Benadouda Shaima, Kahli, qui a fait les Jeux Olympiques, Kahli Zohra. Ben Shakor Neila et là il y a Kahli qui tire encore et elle a jusque-là elle a 3 victoires, donc ça va, on va tirer le deuxième tour et on va continuer aussi et aller plus loin Inch'Allah la compétition. L'accueil était déjà magnifique, tout va très très bien pour le moment. J'adore vraiment le complexe. J'ai tiré ici pas mal de fois, c'est toujours l'un de mes favoris. J'aime bien vraiment l'architecture, c'est bien l'organisation c'est toujours au top, c'est toujours professionnel, les pistes ils sont magnifiques, tout va vraiment très très bien. Alors on a pu voir le vice-champion. Vice-champion olympique. Olympique, voilà, d'escrime. On a vu c'est un Tunisien. C'est un Tunisien. On a vu ses impressions sur l'organisation, sur la qualité des présents. Il faut le dire, c'est la deuxième fois qu'on accueille un tel événement en Algérie. Oui. Donc il faut dire aussi que les déclarations ont été faites par Samia Chichou. Tout à fait, Samia Chichou. Et surtout, on voit qu'il a été impressionné par l'organisation, le complexe aussi, l'architecture du complexe. Oui. Ça lui porte chance aussi, il dit. Oui, bien sûr. Il le connaît bien. Quand on voit un tel lieu, une organisation parfaite, on se dit qu'on peut organiser d'autres événements dans d'autres disciplines. Voilà, c'est en tout cas bien de pouvoir montrer justement cette diversité des sports et que tous les événements qui se passent en ce moment. Alors, il n'y a pas que le football, bien qu'on y vient, ça y est, c'est la 11e journée donc, de Ligue 1, c'est ça? Oui, c'est la 11e journée avec un derby algérois qui a accouché du sourire, on peut dire ça, avec un 0-0 entre le CRB et l'USMA, où c'était crispé, on peut dire ça, c'est crispé parce que tout le temps, les derbys se terminent par un score négatif de 0-0, 1-1 ou 2-2. Il y a une forte compétition, c'est-à-dire tous les deux ne veulent pas lâcher prise. Tous les deux aspirent à gagner le championnat, comme le MCA, la GSK et les autres équipes. On va regarder justement le résumé du match de Sid Ahmed Bouraïd. On y va. On y va. Keddad. Boukrchaoui lève la tête. Il cherche Khassef face à Benbout. Khassef et Benbout le sauvetage. Hors-jeu. Il y avait encore position d'hors-jeu, mais Khassef se retrouve pour la deuxième fois dans cette position. Oui, parce que ce qu'a prévu Ramovic pour ce match, il a présenté un 11 pour moi très très équilibré. Et puis on sent qu'ils sont portés vers l'offensif, c'est-à-dire travailler dans la verticalité, dans la profondeur. Et ça fait mal à l'US Samadji qui, jusqu'à présent... Daraoui pour Recha face à Keddad. Qu'est-ce qu'il va faire Recha? Il va tirer Recha. Et Shaal qui sort ce ballon. C'est bien ce que fait Recha. Il était en opposition face à Keddad. Là on voit, appel de balle dans l'espace. Keddad en opposition. Là il tire et Shaal qui sort le ballon. Pour ce coup franc, non, Khassef il va le tenter directement. Ça passe à côté. Plus que ça. Parce qu'il était dans la trajectoire. Il a fermé l'angle gauche. Radouani. Mrili. Attention, mauvaise passe. Récupération, le tir. Complètement raté le tir de Mellali. Daraoui. Pour Recha. Le centre de Recha. Attention, la tête. Sauvetage de Benayada sur la ligne. Elilat, attention, récupération de Mellali. Mellali face à Chemalon. Il va passer le Mellali, il va tirer. Et encore une fois, hors cadre, Ahmed Laribi se tire d'El Mellali, même s'il y avait hors-jeu. Encore hors-jeu. Pour ce coup franc, le centre de Mellali, il va le tenter directement. Il a voulu surprendre tout le monde. El Mellali, il a failli arriver Ahmed Laribi, mais Benbout était vigilant. Il a failli surprendre tout le monde et beaucoup plus Benbout. Oui. Corner. Allez, Benayada. Le centre de Benayada. Ballon à l'intérieur de la surface, dégagement. Et l'arbitre Mchairia qui consulte son chrono et c'est fini ici au stade du 5 juillet. 0 partout entre l'USM Samadji et le Chabab. Un derby très attendu en tout cas. Et Sid Ahmed, on l'a jamais entendu comme ça, hein, aussi dans le match, aussi fort.
aussi fort dans le match, oui. C'est ça, c'est la magie du derby. On est emporté par la magie du derby. Tout à fait. Dans les autres matchs, il y a eu le MCO qui a gagné à Louis VII, tout va mal pour Louis VII, 3-1. Il y a aussi Khenchela qui s'est imposé face à Misranem sur la plus petite démarche, 1-0. Et le SC Tif qui s'est fait piéger à domicile par Arbo. Arbo qui continue à impressionner en ce début de saison. Il y aura d'autres matchs aujourd'hui avec le MCA. Le MCA qui se déplace à Al-Bayed, la lanterne rouge. Logiquement, si on suit la logique, mais il n'y a pas de logique dans le football, le MCA devrait s'imposer. Il y a aussi le match de Chef qui accueille Ben Aknoun et le CS Constantine qui accueille la GS Kabylie dans un match qui sera très difficile pour les deux équipes. D'accord. En tout cas, des déplacements aujourd'hui sont prévus. Donc pour tous les fans, ils pourront aussi aller rejoindre leurs équipes favorites. Oui, il y aura ces matchs sont importants pour les équipes, surtout pour ceux qui aspirent à gagner le championnat. On cite le CSC, la GSK, le MCA qui a beaucoup de matchs de retard, 3 matchs de retard je crois, qui veut avoir la troisième étoile, la troisième fois, qui veut s'adjuger la troisième fois le championnat national. D'accord. Alors l'actualité de l'équipe nationale a prime cette fois-ci avec bien sûr les joueurs donc, de Majid Bouguera. Oui, il a convoqué 27 joueurs dans la surprise. Islam Slimani, le meilleur buteur de la sélection nationale en activité, avec 46 buts. C'était un retour chez les anciens locaux, parce qu'il n'y a plus de locaux, parce que l'équipe va préparer justement la Coupe arabe, dont on est vainqueur en 2021, qui se déroule au Qatar. Il y aura 27 joueurs qui vont préparer la double confrontation contre l'Égypte, le 14 et le 17, à 14h et à 16h en Égypte, qui va permettre à cette équipe de Bouguera de bien préparer la compétition qui arrive, dont on dit beaucoup de bien et dont on est détenteur. Il faut la gagner. D'accord, il faut la gagner. En tout cas, Majid Bouguera, avec cette sélection, en tout cas, avec Slimani, on peut dire que c'est un joueur qui se démarque quand même. Oui, Slimani, c'est une histoire. C'est l'histoire de l'équipe nationale. Il est là depuis 2013, depuis Vaïd Alilozic. Il a participé à une Coupe du Monde en 2014. Il a eu la Coupe d'Afrique, la CAN en 2019, et Petkovic ne l'a pas appelé, il a ses raisons, il mise sur la jeunesse, mais Slimani a sa place dans cette équipe. Exactement, on l'encourage, et bien sûr, les fans seront là pour encore une fois suivre tous ces matchs. Inch'Allah. On termine. Donc ça y est, c'est fini. C'est fini. Là, les nouvelles sont données, les bonnes nouvelles en tout cas pour les médailles. On attendra encore aujourd'hui avec bien entendu la compétition qui continue bien entendu au niveau de la coupole. Voilà. Non, et bien d'autres aussi. Les jeux islamiques avec la boxe, l'haltérophilie et la natation. Très bien. Merci beaucoup Ramzi. Merci à toi, Ahmed. À très bientôt, donc à la semaine prochaine. Inch'Allah. Encore une fois pour d'autres actualités sportives. Donc on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Samia Bouarour qui nous emmène du côté du Sila. Ça y est, c'est terminé. Mais en tout cas, elle était là. Elle a été donc au niveau du stand du livre à Mazir. Cette fois-ci, on se retrouve juste après. Le volley langue a connu un engouement très particulier lors de cette édition du SILA, entre autres la langue amazigh, à travers plusieurs stands qui ont proposé au public des nouveautés dans le style et thématique, à l'exemple de cette maison d'édition Imtidad. Notre maison d'édition est parmi les rares qui se sont intéressés à la littérature amazigh. Nous participons avec 70 contes et romans primés dans cette édition. Et à chaque édition, nous ramenons pas moins de 10 nouveautés. Écrivain anglais, c'est Hugh Roberts, qui a écrit en anglais, en français, c'est un spécialiste de Kabylie. Il m'a dit quelque chose quand même qui m'a marqué. Il m'a dit, je suis étonné, cela fait 2 ou 3 ans que je ne suis pas venu en Algérie, je suis étonné par le nombre de livres qui s'est publié en tamazight. Je pense que ça a un avenir vraiment prometteur. Dernièrement, il y a un livre qui a été publié par Imtidad. Il a eu prix Mohamed Dib. C'est un livre de Tahar Ouldama, Mordos, qui a quand même abordé une thématique assez nouvelle
dans la littérature peut-être algérienne, parce qu'il parle, déjà en tamazight, il parle d'une machine à remonter dans le temps. Elle a imaginé quelqu'un qui va remonter dans le temps et poser des questions à des écrivains morts. Jules Verne a imaginé avant, Isaac Asimov a imaginé, mais je pense que c'est la première fois que ça se fait en tamazight et c'est extraordinaire. Il y a aussi un écrivain qui est un ami aussi, qui a eu lui aussi le prix Assia Djbar. Le HCA a également présenté des pépites en langue amazigh, des encyclopédies, dictionnaires, romans, poésies et autres. À l'exemple de cet ouvrage de Ramadan Abdenbi, Thawliwin Tfekka, qui parle sur la vie sociale des Algériens. La source d'inspiration, je pense, c'est-à-dire elle est parmi nous, elle est dans la société, elle est dans les soucis qu'on rencontre voilà, chaque jour. Et puis, il y a une réflexion. Donc, si on arrive à trouver, par exemple, un petit souci, quelque chose qui ne va pas, on a automatiquement une idée sur une solution, c'est-à-dire une orientation comme ça. Donc, on voudrait bien que ce qui nous paraît problématique, on voudrait bien proposer au moins une solution, une vision. La pensée, et à travers les séries d'ouvrages récents qui sont exposés, s'est lancée dans la traduction de livres de plusieurs langues en langue tamazight, le cas de ce livre historique. Les enfants aussi trouveront leur bonheur ici à travers ces contes et histoires. J'ai un roman qui a fait succès, tout le monde le connaît, donc le chemin de la fontaine. Le deuxième, c'est la fête au village, aussi, c'est pour montrer à quel point les gens sont unis dans les moments de joie et même dans les moments de deuil. Je voudrais faire connaître l'histoire de notre pays. À travers Jugurtha, à travers ce grand guerrier, j'ai pensé à le faire traduire en amazigh. Notre dernière halte à la maison d'édition LML, où nous avons rencontré Hassan Merrish, auteur de plus de 50 ouvrages en tamazight, traduits en plusieurs langues. Il y a déjà poésie, devinettes, contes, proverbes, fables, citations et jeux culturels avec cartes. Aujourd'hui, on trouve des livres en tamazight dans plusieurs spécialités, même scientifiques. On trouve des livres de mathématiques, des livres d'électronique, de physique, de médecine et autres. Et ça, c'est vraiment important. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, on voit aussi le tamazight qui évolue même dans plusieurs pays du monde. Le livre amazigh demeurera une fenêtre sur le monde à travers les plumes de plusieurs auteurs, ce qui va certainement enrichir la scène culturelle et intellectuelle en Algérie. En tout cas, pour ceux qui s'y sont rendus, ils ont fait le plein, ils ont fait leurs emplettes en matière donc, de littérature. Eh bien, ça continue, ça y est, c'est fini. Ça est en tout cas l'occasion de faire peut-être un bilan. On aura l'occasion d'en reparler avec les organisateurs probablement. Eh bien, celle qui était aussi là, elle est parmi nous ce matin. Il s'agit donc de Madame Warda Baylich Berached. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Merci pour votre invitation. C'est le mec, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes donc auteur donc, de ce premier livre, un livre qui vous tient à cœur sur l'intelligence artificielle. Mais on pourrait vous présenter, vous êtes ingénieur en informatique, vous avez un cabinet de conseil, vous êtes coach, vous avez travaillé avec plusieurs multinationales, c'est cela? Exactement, à travers l'international. J'ai commencé au Luxembourg, j'ai rapidement continué en Belgique, en France et pour des grands groupes à travers le monde, autant au niveau de la data, mais également au niveau de l'IA. Voilà, c'est très intéressant, c'est vraiment un sujet d'actualité. On va le partager avec Samira qui est là parmi nous chaque dimanche matin. Bonjour Samira. Bonjour Amel, bonjour madame. Comment ça va? Très très bien. Dans un moment, on parlera bien sûr de Touet. Du Touet,
Grenier Tidikilt. Voilà, des forteresses greniers de cette région. Voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle a une incidence sur notre patrimoine? Elle doit avoir. On en saura dans un tout petit moment. On va décortiquer tout cela avec notre invitée qui, elle, donc, a signé son premier ouvrage. Ça s'est passé comment à la SAFEX? Sincèrement, magique. Magique. Agréablement surprise, pleine effervescence et un vrai plaisir en fait pour moi de découvrir une jeunesse active, dynamique et encore avec un très fort esprit critique. Alors c'est sur cette jeunesse justement qu'on mise pour décortiquer et apprivoiser cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout réside sur l'apprentissage, la formation dans ce domaine-là. Parce que vous avez fait un livre où il y a des pour et des contre. C'est une analyse que vous essayez de mettre en place, que vous avez mis en place justement pour voir comment cette intelligence artificielle a fait apparition dans notre monde aujourd'hui actuel et est-ce qu'on doit tout prendre ou bien sûr avec précaution? Doit-on se méfier de l'intelligence artificielle? Merci infiniment parce que vous avez élégamment et magnifiquement résumé mon œuvre. En fait, je prône un équilibre, de ne pas y aller, disons, de façon tête baissée, sans se poser les bonnes questions et non plus ne pas avoir une peur extrême où vraiment on va s'isoler et donc être à l'écart en fait de ce progrès qui est fort nécessaire autant pour nous que pour notre humanité donc au niveau international. Donc à travers 7 chapitres, je partage mes réflexions pour, je l'espère pour les chercheurs mais aussi pour les penseurs de comment mieux façonner notre monde à cette ère technologique. Tout à fait. L'Algérie est en phase donc, de transition, c'est-à-dire ça vient. Les jeunes donc, doivent se former dans ce domaine-là au niveau universitaire. Il doit y avoir dans le cursus universitaire justement cet engagement en matière d'apprentissage de l'IA. Tout à fait. Et même au-delà du niveau universitaire, je conseille dès le niveau primaire de vraiment sensibiliser de qu'est-ce que ces nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles apportent, comment les utiliser, comment, disons, contrôler leurs usages au niveau de nos journées quotidiennes, parce qu'aujourd'hui, les enfants utilisent énormément les réseaux sociaux, en tout cas, statistiquement, sont nombreux, mais aussi leur téléphone, donc tous ces dispositifs digitaux, donc ces appareils, que ce soit les ordinateurs, les téléphones ou même les différents dispositifs à reconnaissance vocale dont on discutait avant l'antenne, c'est vraiment de leur expliquer qu'il y a des avantages, inconvénients. Bien sûr. Les accompagner, donc ne pas leur interdire, parce que souvent les enfants, quand on leur interdit, ils ont tendance, avec leur esprit contradictoire, de vouloir encore plus les utiliser, mais vraiment de les accompagner, de rester à leur écoute et de les laisser en fait le maximum s'exprimer, parce que il faut savoir que ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, je vais dire comprendre, c'est pas exactement comme on entend comprendre, mais ils ont des réponses aux humains qui semblent effectivement les comprendre, qui semblent être vraiment à leur écoute. Donc de plus en plus de personnes utilisent l'IA comme un confident. C'est ça. Donc se confient dans leur plus fine intimité et ça peut être un réel danger parce que tous ces éléments sont stockés, réutilisés, vendus à des sociétés internationales dont on ne connaît forcément pas le nom. Donc c'est important d'être conscient et de rester éveillé. Il y a quelques années, on disait le véritable analphabète, c'est celui qui ne saurait pas utiliser un clavier. Aujourd'hui, on a dépassé toutes ces étapes et aujourd'hui, on en est à une frontière carrément qui fait peur. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, on a franchi une étape avec les réseaux sociaux et avec, bien sûr, il y a eu des scandales au niveau des réseaux sociaux. On disait qu'ils sont là pour essayer de prendre des informations sans l'avis, bien sûr, des utilisateurs. Aujourd'hui, on en est à une autre étape. Cette étape qui nous fait peur également parce qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Vous avez le revers de la médaille, c'est bien. L'intelligence artificielle nous permet de travailler, d'avancer, de faire des recherches, d'acquérir de nouvelles connaissances. Il n'y a plus de limites, on pose toutes les questions qu'on veut, mais il y a justement cette éthique qu'il faut absolument garder, faire attention à cette éthique aujourd'hui. Exactement, et pour moi c'est un bijou. C'est un bijou technologique, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a énormément, je vous en prie, il y a énormément d'avantages apportés par... En médecine En médecine, tout à fait. La possibilité de prédire en fait, des maladies qu'on peut, malheureusement qu'on détecte un peu trop tardivement, donc on peut effectivement anticiper certains traitements, tout à fait, notamment le cancer. Exact.
et aussi potentiellement par rapport à notre monde. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, je parle particulièrement de l'Algérie, on peut détecter de nouvelles nappes phréatiques qui peuvent être très bénéfiques pour le peuple. Oui. Au niveau de l'espace, potentiellement, voilà, avoir notre propre technologie. Dans le domaine de l'agriculture, oui. L'agriculture, exactement, de pouvoir développer les différents champs et effectivement, potentiellement, avoir de nouvelles variétés. Donc, effectivement, économiquement, c'est très favorable et aussi améliorer la qualité de vie de nos agriculteurs. Donc il y a énormément de choses qu'on peut envisager. Donc moi je préfère plutôt mettre en exergue et mettre en lumière tous les avantages qu'apporte l'intelligence artificielle que effectivement les inconvénients, surtout que nous sommes encore que 8h31. À quel moment vous vous êtes dit il est indispensable que je fasse un livre sur l'intelligence artificielle? C'est parce que vous y travaillez? C'est parce que vous avez vu justement l'engouement des multinationales autour donc, de l'intelligence artificielle? Non, c'est plutôt en fait sur le terrain. Le monde du travail? Le monde du travail, mais aussi au niveau de mes clients et aussi de mes proches. C'est-à-dire que je voulais vraiment transmettre une partie de mon savoir, parce que j'ai envie de le faire à travers différents ouvrages. Et lorsque j'ai échangé sur l'intelligence artificielle, en fait, ma vision était avant-gardiste. Lorsque je commençais à l'écrire, ils m'ont dit que ça serait bien que le maximum de personnes aient ait ta vision des choses. Et parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'IA et d'humanité, on parlait d'enjeux économiques purement, de comment... D'espionnage, exactement. Bon, ça, c'est encore le cas. Oui, c'est encore le cas, tout à fait. Mais vraiment de pouvoir développer techniquement en fait, les différentes infrastructures, mais on oubliait l'humain. Je me disais, mais où est l'humain dans tout ça? Ces technologies sont là pour nous servir, pas pour nous asservir. Donc arrêtons de parler purement technique. On est asservi par la technologie. C'est un tsunami. Par exemple, dans le patrimoine, c'est magnifique ce qu'on arrive à faire aujourd'hui pour détecter, pour faciliter l'imagination, bien sûr, de l'archéologue, le travail des recherches des historiens, des préhistoriens. Exactement. C'est pour ça que je dis que tous les domaines en fait, peuvent être améliorés par l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment important de ne pas être autant dans la fascination que dans la pure peur, mais vraiment en fait passer à l'action, de vous former. En fait, il y a des formations gratuites sur Internet, mais vous avez aussi des organismes de formation ici, je les ai vus, je les ai rencontrés ici en Algérie. Donc de vraiment passer le cap du questionnement et de se mettre en mouvement et en action pour vraiment autant se former, mais aussi créer grâce à l'intelligence artificielle et s'embarquer vers ces nouvelles technologies, parce qu'il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que l'IA. Donc ça, c'est vraiment que le détecter la véracité de certaines informations, il peut se tromper, certaines vidéos. Tout à fait. Alors pour revenir à votre question, effectivement, parce que j'ai répondu partiellement par rapport à l'IA éthique, il y a énormément de questions au niveau de la transparence. Au niveau des algorithmes, aujourd'hui, il y a énormément de biais algorithmiques. Alors juste pour information, un algorithme, c'est un programme. C'est une logique en fait qui est appliquée. Tout à fait. Et donc si on embarque, disons, un manque de valeurs humaines au niveau des entreprises ou au niveau individuel, forcément en fait ça va se calquer au niveau du programme. Si aujourd'hui on préfère une certaine catégorie de population en tant qu'humain, forcément si on programme de la même manière l'IA, il y aura une discrimination automatiquement. Donc c'est important effectivement de le savoir au niveau des bioalgorithmes et aussi des biais algorithmiques, et aussi au niveau de la transparence, il y a encore une zone d'ombre en termes d'explicabilité des résultats de ces systèmes intelligents. La fiabilité. Oui. Exactement, la fiabilité aussi. Et de façon générale, si vous permettez, j'aimerais juste définir l'intelligence artificielle. C'est une grande discipline, large discipline, qui imbrique énormément de sous-disciplines. Voilà, à l'infini. Hein. À l'infini, exactement. On peut parler rapidement d'électronique, de mécanique et effectivement de mathématiques, surtout parce que c'est le socle de l'IA. Mais c'est important de savoir, c'est ma définition, hein, on n'est pas tous d'accord à l'international, mais je vois l'intelligence artificielle à travers 3 niveaux d'échelle. La première, c'est vraiment l'IA générative qu'on connaît, qui a été démocratisée il y a quelques années par OpenAI, ChatGPT. Oui. Il y a, et c'est là l'objectif, c'est vraiment l'IA faible, hein, on la nomme aussi IA faible, c'est l'objectif, c'est de reprendre les capacités de l'humain, mais de façon très verticalisée ou silotée. Oui. Donc de produire un texte, de produire une image ou encore une vidéo ou de l'audio. Exactement, tout à fait. Le deuxième niveau de capacité de l'intelligence artificielle, donc de ces systèmes intelligents, c'est l'objectif, c'est d'atteindre le niveau de l'IA générale. Là, l'objectif, disons la mission de l'IA générale, c'est de remplacer nos capacités de façon globale.
Intellectuel, physique. Intellectuel, physique, voilà, de pouvoir se mouvoir tel un être humain, de pouvoir être autonome. Aujourd'hui, on a fait, donc on a rendu la capacité à une personne décédée de pouvoir s'exprimer, parler à travers une photographie. Là, c'est les choses les plus banales et simples qu'on arrive à faire à travers l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et là, vous revenez sur l'IA éthique. C'est crucial. Il y a énormément de questions qui se posent là-dessus parce que c'est assez complexe. Parce que quand on parle d'IA éthique, on mêle aussi la culture en fait d'une nation, d'une région. Et comme aujourd'hui, on n'a pas de réelle de gouvernance en fait de l'IA au niveau international, il faudrait en fait que chaque pays soit embarqué dans ces différentes questions stratégiques. Et aujourd'hui, on n'a pas en fait un consortium vraiment international et qui est vraiment fédérateur. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, j'ai même vu un chanteur qui était revenu, qui a été ressuscité sur Terre à travers une scène, effectivement, si je puis dire, par hologramme. Bah oui. Donc les mêmes émotions. C'est vieux, ça. Ça fait longtemps que ça se pratique. L'hologramme, oui. Oui, mais avec les émotions, avec la même voix, c'est assez bluffant et frappant parce que je trouve qu'en fait c'est la limite en fait. Et là on va rentrer dans de la philosophie et de la sociologie aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut se permettre en fait d'aller jusque là, de ressusciter un membre de notre famille, cher membre de notre famille qui a pu décéder? On va potentiellement créer et ça je vais me tourner vers les psychologues qui l'ont dit. On a des psychiatres, mais les psychologues. Exactement, les psychiatres. C'est très dur. Parce qu'on peut ne pas réussir en fait à faire son deuil, donc de créer une dépendance. Il y a eu une tentative, donc une émission où on ressuscitait carrément une personne décédée avec des interviews carrément. Et ça a été aussi une étape franchie. Et ça c'est encore dangereux. Il y a eu même des personnes qui parlaient à leurs proches décédés. C'est-à-dire l'accompagnement de l'IA, encore une fois, qui peut encore déstabiliser certaines personnes fragiles. Tout à fait, c'était en Asie. C'est encore une fois donc partie éthique. Exactement. Les premiers, c'était en Asie. Ils avaient en fait reproduit juste en fait au niveau du torse jusqu'au torse, donc tout le visage jusqu'au torse. Et c'était un robot qui arrivait en fait à reproduire les émotions de la personne décédée et avec la même voix. Et qui avait en fait l'historique de la personne décédée, donc elle arrivait en fait à interagir avec certains souvenirs, c'est vraiment terrible, un travail de mémoire. Clonage, c'est du clonage développé, je trouve. C'est vrai, c'est encore une fois où va la science, où va la recherche. Est-ce que bien sûr les garde-fous sont là pour essayer donc de raisonner certaines personnes? C'est ce que vous dites dans votre livre. Exactement. Allez-y. Non, vous souhaitez couper. Allez-y, merci infiniment. Effectivement, oui, c'est des questions qu'on se pose. On peut être pour ou disons en désaccord, mais c'est un consensus en fait qu'on doit trouver au niveau international parce que il y a un chapitre qui est dédié à la dystopie, c'est-à-dire que si on pousse vraiment la réflexion, disons dans le mauvais sens du terme, vraiment à la chute en fait de l'humanité. Et j'espère qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, moi, je suis convaincue. Je vais rester positive et optimiste en ce matin du 9 novembre. C'est vraiment qu'il y a énormément de choses qui sont apportées par ces nouvelles technologies. Tant mieux. Autant un plombier, autant qu'une personne électricien. Vraiment, en fait, tous les corps de métier, pas que les décideurs, parce qu'on parle beaucoup de décideurs au niveau de l'IA. Mais je mets vraiment en lumière que toute personne, tout individu peut utiliser l'intelligence artificielle dans ses journées quotidiennes pour se faciliter la vie. Donc que ce soit des TPE, donc des très petites entreprises ou des entreprises moyennes, des PME, vraiment de les utiliser, mais disons avec parcimonie, de ne pas partager leurs données confidentielles parce que j'ai eu quelques échos de personnes qui sont venues me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe quand je partage un devis, un proforma ou potentiellement même une facture de mon client ou de mon fournisseur? Je dis ça il ne faut jamais faire. Jamais faire parce que tout est stocké et réutilisé comme je vous l'ai dit. On peut aujourd'hui les revendre ces informations et ça vaut énormément. Mais tout ce qu'on partage sur Internet est partagé dans le monde. D'ailleurs, vous vous rendez compte quand vous faites une certaine recherche, vous faites une recherche, tout d'un coup, par exemple sur, je ne sais pas, un électroménager ou carrément, on vous envoie carrément c'est les algorithmes. Voilà, des algorithmes qui reviennent automatiquement. Exactement, tout à fait. Là, on parle de marketing pur, effectivement, d'algorithmes de recommandation. On nous écoute, on nous espionne. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à ça. De base, sur TikTok, j'aime beaucoup TikTok, je vais souvent. Je vois des gens en train de poser des questions à ChatGPT
Il lui demande comment la personne est habillée, est-ce qu'elle porte une casquette ou pas. Elle demande s'il y a quelqu'un qui nous écoute dans le monde. Est-ce que l'IA en fait nous voit? Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle voit ce qui se passe? En tout cas, il y a des caméras sur nos téléphones. Alors, et la réponse est oui, bien sûr, dans les vidéos, mais je ne sais pas si c'est vrai. Exactement, exactement. En fait, il faut savoir que TikTok a développé, en fait, il a embarqué dans son algorithme la capacité de lire nos émotions lorsque nous utilisons l'application. Ouais. D'accord. De pouvoir, en fait. C'est terrible, ça. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, en Europe, actuellement, même en France, ils sont en train de limiter la limite, enfin, disons, le minimum d'âge pour utiliser TikTok. Oui. Car c'est ce nouveau algorithme, hein, c'est assez récent, d'éviter en fait de scanner les visages en fait des mineurs, ou en tout cas les plus jeunes. Donc oui, pour répondre à votre question, à partir du moment où vous avez une caméra, que ce soit un ordinateur, elle est activée. Elle peut être activée à distance avec effectivement. On va prendre avec précaution, hein, de toute façon. Oui, tout à fait. On ne va pas parler de cyberattaque, hein, mais oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui mettent du scotch. Mais et le mode avion, à la rigueur, je pourrais vous le conseiller si vous souhaitez rester ou même l'éteindre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on veut absolument nous embarquer en fait ces nouvelles technologies, que ce soit chez nous ou à l'extérieur. Donc il faut qu'on s'habitue aux caméras, donc à nous de l'accepter ou pas. Et c'est pour ça que je parle d'équilibre. D'accord. Et au sein du justement, alors on en a fini avec le livre L'humain à l'ère de l'IA. Bien sûr, c'est aux éditions Dar Hikma. Alors Dar Adib, tout à fait à Oran, qui a effectué qui a procédé à la traduction en arabe de cet ouvrage. Et j'ai été reçue, ça a été un privilège pour moi. Au sein du SILA, au sein de la maison d'Al Hikma pour la session de dédicace. Très bien. Et puis on termine avec un mot pour votre deuxième ouvrage, encore une fois, le Scrollfall, #mort, hyperconnexion. Alors aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité. Toutes les personnes sont hyper connectées sans arrêt à scroller sur leur téléphone. Tout à fait, exactement. Donc l'objectif en fait de ce livre, je le vois plus comme un havre de paix. À l'ère, comme vous l'avez très bien dit, de l'hyperconnexion et de l'hyperperformance. On a constamment et énormément de notifications sur nos téléphones, que ce soit professionnellement au niveau des emails, mais aussi au niveau des réseaux sociaux, de WhatsApp et toutes les applications qu'on a de communication. On reçoit sans le vouloir, hein. Alors, sans le vouloir, effectivement, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas lâcher notre téléphone avant de nous endormir, hein, n'est-ce pas? De parcourir certains réseaux sociaux ou certains messages de nos proches. Donc, c'est vraiment de reprendre contrôle sur notre rythme et on a tendance à nous oublier. Un peu plus de pragmatisme. Pragmatisme, tout à fait. Et j'ai eu à cœur, en fait, d'initier du soft power au sein de mon livre. La méthodologie que j'ai développée au sein de ce livre, elle se nomme Warda, comme mon prénom. Ah, très bien. Donc de propager à l'international du soft power algérien. Oui. Donc en 5 étapes de comment reprendre contrôle sur soi, son rythme. Bien. Il faudra revenir pour le présenter entièrement. Avec un grand plaisir. Là, on a juste présenté le titre pour toutes ces personnes qui s'intéressent bien sûr à l'intelligence artificielle ou bien sûr aux réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de temps dans nos vies, bien entendu. Il faut prendre avec précaution, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On a été ravis de discuter autour de l'intelligence artificielle. On rappelle que vous êtes experte et vous venez souvent en Algérie tous les 3 mois pratiquement. Vous avez fait une rencontre... Tous les mois ? Tous les mois presque. Tous les mois presque. Tout à fait, sur, bien sûr, une rencontre en décembre dernier sur une conférence africaine sur les startups, n'est-ce pas ? Exactement, l'ASC, donc l'African Startup Conference qui a lieu à Alger, qui est d'ailleurs dans quelques semaines, qui aura lieu aussi dans quelques semaines. C'est en marge en fait d'un sommet interministériel africain. Et depuis, oui, j'ai participé à plusieurs événements ici au SILA, à Alger. Très bien. Donc, dont l'IATF. Donc, on va se revoir. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Restez avec nous, Warda. On va suivre tout de suite l'actualité avec Samira Hadj Amar dans sa rubrique Écume et patrimoine. L'actualité patrimoniale, n'est-ce pas ? Plutôt les informations. Et bien sûr, à chaque fois, tu nous donnes quelques classements, quelques dates. Voilà, tu as raison. En partie, c'est une actualité. Notre patrimoine classé ou pas, dans la liste du classement ou pas, l'IA est là ou pas. Alors, c'est une actualité pas du jour, mais de cette année. D'accord. Ça n'a pas d'importance, que ça soit du jour ou de... L'important, c'est que ça a été fait. L'Algérie a inscrit... donc de façon indicative, à l'UNESCO,
une série de monuments, de sites, de lieux et de pratiques, on va dire, algériennes. Et parmi cette année, en avril 2025, il y a eu l'inscription sur cette liste d'inventaire on va dire, des forteresses greniers de la région de Touet. Alors, Touet, Gourara et Tidikelt. Voilà. Où est-ce qu'on est? On est dans, moi j'ai envie de dire presque l'extrême sud-ouest algérien. Entre Timimoun... Ça commence à partir de Timimoun. J'ai fait une carte. Adrar. Voilà, ouais. donc alors Timimoun, Adrar et jusqu'à Ain Saleh, mais on va jusqu'au désert de Tenzrouft. D'accord. Voilà, on connaît le désert Tenzrouft, c'est l'un des déserts les plus rudes. Déjà, le Sahara est l'un des déserts les plus durs au monde. Tout à fait. L'Algérie en détient 20%, donc c'est énorme. Et nous avons, à partir de Timimoun, on a une série de Rsor. On l'a vu d'ailleurs. On a, alors juste pour donner un ordre d'idée, hein, peut-être qu'il y en a plus. Il y a plus de 300 Rsor sur alors on va dire tout le long de la vallée de la Sahara. D'accord. Tout le long de l'ergue occidentale, sur 600 km. Il y en a à peu près 294 à Adrar et plus de 150 dans le Touat. Alors, ces Rsor qu'on peut appeler Kasbah. Oui. Voilà, ce sont des Kasbah, mais pas la Kasbah d'Alger. Oui. C'est aussi une forme de Kasbah. Exactement, avec une structure sociale, une structure architecturale. Et un savoir-faire architectural. Bien sûr, pour l'architecture. Il y a une architecture qui respecte et qui convient à l'aridité, à l'extrême aridité du climat du Sahara, en fait, du sud, du désert algérien. Mais pas que, parce qu'on va sur... Alors, il y a un mode de vie, il y a des pratiques, il y a une organisation sociale. Les gens qui se sont installés, les habitants de ces régions, quand ils sont installés d'abord, ce sont des tribus. Donc, et même dans la tribu, il y a des castes. Donc, il y a les Shurfa. Les Shurfa. Il y a ensuite les gens qui travaillent autour. Ceux qui habitent dans la Kasbah, j'ai envie de dire, c'est presque une famille. Même si il y a des alliances, il y a des gens de la tribu. Ils sont en hauteur. Voilà, et puis même chez les Romains, c'est la même structure. Quand on va dans une villa romaine, on va dire les notables sont ce type à ça, ils étaient en hauteur. Et ensuite, il y a le reste du monde, pour ne pas dire autre chose. Donc, les Romains aussi avaient des limes, ce sont des greniers. Et des greniers forteresses de cette région, ils servent à quoi? Demande-moi, Ahmed, ça sert à quoi? On met quoi dedans? Pourquoi ils le font? Oui, tout à fait. Voilà, les greniers, c'est pour le stockage. C'est les silos d'aujourd'hui. C'est le cellier, c'est le garde-manger, c'est le frigidaire de l'époque en fait. Ils stockaient quoi? Ils stockaient ce qu'ils plantaient, c'était en général des dattes. On peut retrouver des céréales. En globalité, ce sont des denrées alimentaires. Voilà. Donc, alors, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi le CNRPH et le ministère de la Culture ont décidé de présenter les greniers forteresses? Ça existe, hein, c'est pas que dans cette région. Ça existe du côté d'Aïtrhouna, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ça existe du côté des Aurès. C'est chacun comment les structure, chacun comment il les positionne, chacun comment il les construit. Dans cette région, il les construit soit en hauteur, donc fortifiant, c'est-à-dire inaccessible. Soit on les met tout près d'un fossé, donc aussi inaccessible. Ils doivent être protégés. Ils protègent les denrées, j'ai envie de dire, les denrées de la société. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité alimentaire. Oui. Pourquoi? La sécurité alimentaire, d'abord contre le climat, parce que ça peut être contre les sécheresses. Il peut y avoir donc des périodes où il n'y aura pas de bonne récolte, et contre les razzias. Il y avait des razzias donc, avant le colonisateur déjà, mais même, pour dire, les greniers, c'était 5e siècle, donc leur apparition, mais je suppose que ça existait depuis longtemps. Les Touaregs, par exemple, du côté de Tamanrasset, comment ils faisaient? Ils les enterraient. On avait l'impression que c'était des tumulus. Il y avait une pierre sur une autre. Du côté de la... Oui. Donc du côté de la Gourara. Kérimou nous dit depuis Sidna Youssef, ça existe. Ça existe depuis toujours. L'homme, il protège sa nourriture, il protège son estomac. Donc
on voit, c'est dans des ruelles. Il ne faut pas s'imaginer. Alors, c'est une grande surface. On a une porte unique, il y a un accès unique. Dans certains salles, on les retrouve recouverts d'un tissage, donc d'un tapis. On voit les trous, ça protège. Mais c'est toujours, comment j'ai envie de dire, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Les personnes c'est sont protégé. Voilà. Ouais. Donc, on y stockait tout ce qui était alimentaire. Alors, tout ça, tout ce savoir, donc toute l'architecture, donc c'était de la terre, le sable, je ne sais pas, il y a une infinité de sable. Hein. En général, on dit que c'est des régions, c'est de l'ocre, c'est du rouge, Timimoun, la rouge, l'oasis rouge. L'oasis rouge. Mais en fait, là-bas, il y a énormément de sable, il y a une quantité énorme. Ça serait intéressant de faire du documentaire sur ça, juste sur les greniers, ces fameux greniers. Voilà. Il y a dans les qsar, quand ils sont construits de manière, tu as vu, ils sont au milieu de nulle part. Donc, ils peuvent être attaqués de tous les côtés. Il y a aussi les fogaras. Donc, l'eau est importante. Donc, ils doivent pouvoir rester une longue période autosuffisant. En termes de nourriture, en termes d'eau. Donc, dans les qsar, on avait toujours des arrivées d'eau. On n'oublie pas que dans un qsar, il n'y avait pas de salle de bain. Il y avait des hammams. Donc, c'était toujours à l'extérieur des chambres. Les ruelles, c'est comme dans toutes les ruelles j'ai envie de dire, Casbah, entre guillemets, c'est des ruelles étroites. On est en hauteur. Et il y a donc l'aspect défensif, il y a toute cette architecture que le CNRPH a présentée dans ce dossier. Bravo pour cette découverte, en tout cas l'inscription et surtout faire découvrir ces greniers qui restent donc qui font partie de notre patrimoine. Forteresse qu'on appelle Aram ou Irwan. J'espère avoir bien prononcé. Merci. Ok. Merci beaucoup Samira. C'est très bien. On continuera bien sûr. On aura l'occasion de te retrouver demain. À l'inscription. Oui, demain, Inch'Allah. Oui. Parfait. Bonne journée. Merci. Réconcilier avec Madame Brached. Bien sûr, réconcilier avec l'intelligence artificielle. Non, moi j'aime beaucoup. Moi, je l'utilise dans mon quotidien, dans tout et pour tout. Et j'aimerais que ça soit utilisé vraiment à 200% pour le patrimoine. Inch'Allah. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez pu suivre la rubrique donc de Samira concernant notre patrimoine. Merci beaucoup encore une fois. Donc Warda Baylish Berached, auteur donc du livre L'humain à l'ère de l'intelligence artificielle. À très bientôt. Merci. On se reverra, j'espère. Avec un grand plaisir. Parfait. On continue notre émission. On retourne à Osila avec bien sûr le rendez-vous qui a drainé beaucoup de monde cette année, encore une fois, comme chaque année en tout cas. Cette fois-ci, on va à la découverte de Laura Dib, gardienne de littérature de Mohamed Dib, son père. Donc c'est un reportage signé Lamia Bouddha. Au stand de l'Union européenne, l'heure est à la littérature de jeunesse finlandaise. Madame Nora Djelleb, orthophoniste et traductrice, évoquera les caractéristiques de cette littérature et nous fera découvrir un large volet de contes et livres pour enfants. الحكومة الفنلندية تولي اهتمام كبير للقراءة وهذا يظهر في المجتمع الفنلندي. نحن لدينا مكتبات مجانية للجميع يزوروها أيضا المدارس والروضات وتتم القراءة أيضا في الصفوف وفي الروضات في الحياة اليومية ولهذا السبب يتعرفون الأطفال على كتب الأطفال من سن صغير جدا ويتعودون على القراءة كجزء طبيعي من الحياة اليومية. Les Algériens connaissent très bien. En deuxième partie, nous avons eu le plaisir d'assister aux connexions littéraires finno-algériennes du grand auteur Mohamed Dib. La conférencière est gardienne de ses mémoires littéraires, n'est autre que sa fille Laura. Elle reviendra sur les prestigieuses rencontres littéraires qui amenèrent l'auteur à découvrir une autre culture, un autre paysage, ce qui influencera dans les années 70 son écriture et d'où naîtra cette période nordique et sa célèbre tétralogie nordique. Au lendemain de l'accession d'Algérie à l'indépendance, Dib a fait une déclaration dans la presse où il dit « Le temps de l'engagement est fini, je passe maintenant je vais me consacrer à ma quête esthétique ». Cela ne voulait pas dire qu'il n'était plus engagé, mais que son engagement n'était plus sur un événement politique,
à savoir la revendication de l'indépendance de l'Algérie, mais que c'était devenu un engagement universaliste. Et disons que la période nordique et que toutes les productions, la production nordique manifeste cette volonté de montrer, de donner à voir une humanité qui est la même sous tous les cieux. Et les meubles sont taillés dans le temps. Madame Dib reviendra sur sa tétralogie nordique, à savoir Neige de marbre, les terrasses d'Orsol, le sommeil d'Ève et l'infantement. Elle lira en français et en finnois quelques poèmes inédits de l'auteur. Et regardez par-dessus mon épaule le galop pétrifié des immeubles. C'est un peu à partir de ces voyages-là qu'il a commencé à vraiment connaître la culture et les gens, enfin la société finlandaise. Et donc il est resté en Finlande à plusieurs reprises, enfin il est revenu à plusieurs reprises et on voit dans son œuvre notamment la trilogie nordique, les terrasses d'Orsol, le sommeil d'Ève et les neiges de marbre, ainsi que l'enfant mort qui fait le 4e volet de cet ensemble. Donc de nombreuses influences. Et ce dont moi j'ai parlé aujourd'hui, c'était surtout des influences d'ordre géographique, enfin aussi la lumière, la neige, etc. Donc, et encore un aspect très peu connu ici en Algérie, c'est que par le fait d'avoir visité la Finlande plusieurs fois, Dib a aussi rencontré beaucoup d'auteurs locaux, donc finlandais, et il a participé à l'édition d'une revue spéciale, Revue Europe. Ses ouvrages. À la fin des années 70, 2 titres de sa trilogie algérienne ont été traduits en finnois, La Grande Maison et L'incendie. Madame Dib s'est félicitée de la traduction en anglais du livre de L'incendie aux éditions Cédia. Un pur moment de partage à la fois émouvant et inspirant. Découvre la Finlande pour la première fois. De retour sur le plateau, donc oui. Nous sommes avec Yazid Ait Mahieddine et Fla. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très Fla bien. qui était bien sûr dans sa recherche et Yazid qui cherche un nom. Comment ça va? Bonjour, ça va? Oshalakom, béni soit notre journée, ça va? Oui. Et puis Fla. Ah oui, elle était là aussi là. À fond, Fla. À travers les rencontres, les interviews aussi là. C'est très très Yazid riche. aussi. Oui, ben, on a été avec Smaïlka. tous les deux, on a essayé de faire des enregistrements, des rencontres, etc., avec des auteurs, avec des... Il y avait tellement d'auteurs, il y avait beaucoup d'auteurs cette année. Moi, les conférences aussi étaient très intéressantes. Exceptionnel cette année, le SILA, voilà. Franchement. En tout cas, on va beaucoup en parler. Et puis tout de suite, on va commencer par la rubrique de Yazid Ait Mahieddine. C'est tout de suite. L'actualité avec Dib. Parce que, bon, on vient de voir le reportage sur cette rencontre qu'a animée Laura Dib, la fille de Mohamed Dib, sur les œuvres, sur la tétralogie nordique de Mohamed Dib et tout ce Mohamed Dib sur les traces de Mohamed Dib en Finlande, puisqu'il a écrit plusieurs terrasses d'Orsol, Nuit de sommeil d'Ève, Neige de marbre, L'Infant mort. Puis, vous avez énormément travaillé sur justement les ouvrages de Mohamed Dib. Et tout. Donc, puis quand il a commencé en 1975, je pense, il a été à la rencontre des écrivains dans la ville de Lahti, qui était à 50 km de Helsinki. Donc c'est là où il a rencontré des écrivains finnois, où il a commencé déjà à s'intéresser à la littérature, notamment à la poésie finnoise, parce que Mohamed Dib, rappelons-le, c'est un poète par excellence. Il a commencé déjà par la poésie. Son premier texte était Vega, c'était son premier poème. Par la suite, il a fait Ombre gardienne, Faux beau feu, et L'enfant de jazz. Et Laura Dib est revenu pratiquement sur les... merci,
Oui, finalement, j'avais oublié le nom du traducteur, puisque ma première, merci Lemia Bebouda et Feiza Wadi. Voilà, moi comme j'avais oublié le nom du traducteur, parce que là, comme on parle de traduction, que Mohamed Dib a essayé de traduire la poésie finnoise en français, et là c'est la traduction d'El Hariq, donc de l'incendie, en anglais, c'est The Fire. Oui. Et c'était dans la maison d'édition Sedia, et le poète et le traducteur, Shakir Mohamed Ben Ali. Donc c'est lui qui a fait la traduction de l'incendie Fire oui, je ne sais pas si vous savez que la maison se trouve à Tlemcen, là où le tournage a eu lieu. Alors que enfin jusqu'à une certaine période, je pensais que c'était à la Casbah d'Alger. Exactement. Du côté de Machouar, je pense. C'est Droub, ils appellent ça le Droub. Pas très loin de Machouar, mais c'est des petits quartiers à Tlemcen où il y a les Farran d'ailleurs. Farran, oui. Ouais. Et il a une des plus anciennes écoles ici qui date du XIVe siècle, qui n'est pas très loin de cette maison. Ah, voilà. Ouais. Le Farran, elle a été parce que sur place, elle est revenue sur ça. Et Mohamed Dib revient sur ça puisqu'il prenait les gâteaux pour les emmener au four. Au four, voilà. Au four traditionnel, ou le Farran. C'était la tradition de tous les Algériens à l'époque, à l'arrivée de l'Aïd ou quand il y avait des réceptions et des fêtes, on emmenait les gâteaux dans des grands plateaux. Il y en avait et on piquait quelques gâteaux quand même. Oui, bien sûr. Ça fait partie du charme de l'Aïd. Ça, c'est la photo que vous nous avez rapportée. Donc c'était la vie de Mohamed Dib et donc la responsable des éditions Siedia, donc qui ont organisé cette vente dédicace, et puis notamment la traduction de l'œuvre éponyme de Mohamed Dib, à savoir l'incendie, qui fait partie de la trilogie Algérie. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Mohamed Dib sans parler de Najat Redda, qui est toujours présente. Oui, Najat Redda, c'est une spécialiste notamment la trilogie Algérie, et notamment les trois, l'incendie, la grande maison et le métier à tisser. Place à la Palestine, puisque la Palestine a été représentée dans le Miss Univers par Miss Palestine. Donc la Palestine est présente, elle est belle, elle s'appelle Nadine Ayoub et elle a toutes les chances de Miss Univers. Elle est belle, elle est présente et elle a toutes les chances. On suivra Et on va parler aussi de l'Émir Abdelkader, puisque le 25 octobre dernier, dans le El Kader Hall, il y avait donc cette rencontre en hommage à Abdelkader dans la ville d'El Kader, dans l'Iowa, aux États-Unis. Donc c'est pour établir des liens entre l'Algérie et les États-Unis à travers donc la ville de l'Iowa et la ville d'El Kader. C'est une ville jumelle avec Mascara. Avec Mascara, c'est une ville jumelle avec Mascara. Donc il y avait des conférences pour parler un peu de l'Émir Abdelkader, ses différentes facettes de chevalier de la foi, de poète, de résistant, de fondateur, formidable diplomate aussi de l'époque. Celui qui a été précurseur des droits des prisonniers. Comment il les a. Donc voilà, il y avait toute une conférence dans la région donc, de l'Iowa pour... Et on rappelle que vous avez... Donc chez Dar el-Hikma, ce livre, l'Émir Abdelkader ou la mascarade néocoloniale. Lui qui est originaire de Mascara. Oui, il a fait beaucoup de... Il a contacté the Library of Congress, il a eu beaucoup de documents, donc il a eu des poèmes, il a eu beaucoup de témoignages d'Américains
qui ont rappelé la grandeur de l'œuvre pérenne de l'émir Abdelkader. Il a également consulté des archives des grands journaux américains, New York Times, etc. Donc il a eu quand même beaucoup d'informations sur notamment le regard des Américains, des philosophes, des écrivains, des hommes politiques américains par rapport à l'œuvre et par rapport au parcours de l'émir Abdelkader, et restant dans la ville de Mascara, qui est donc le lieu de naissance de l'émir Abdelkader, puisque l'université de Mascara vient de remporter le prix euroméditerranéen de l'entrepreneuriat. Donc l'université de Mascara, chapeau pour les étudiants de l'université de Mascara qui ont remporté donc ce prestigieux trophée baptisé donc le prix de l'entrepreneuriat. Magnifique, et bien bravo à eux, on les félicite, et bien j'espère que d'autres universités vont prendre donc exemple. Absolument. Chaque année, il y a une université qui se démarque, hein, en tout cas. Ah oui, dans le domaine depuis l'installation des incubateurs, les incubateurs de tout un écosystème innovant, donc, et puis avec l'apport aussi du monde de l'industrie et des entreprises, donc ça a permis donc à donner un coup de start-up pour l'émergence des start-up, start-up, innovation. Donc, chapeau, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Yazid. Toujours l'actualité, bien sûr. Tu as raté une information ce week-end. Oui. C'est l'équipe le club donc de l'Harrach qui a fait aussi sensation avec un craquage vraiment grandeur nature. Vraiment, c'était tout le long de Oued el-Harrach, ils ont fait un craquage. J'ai raté l'info. C'est un match Harrach, c'est tout ce que je retiens. Tout était en rouge sur tout le long de Oued el-Harrach. Et c'est pour ça qu'elle est toute en jaune. En jaune et noir. Non. Ben oui, donnez-moi. En tout cas, c'était bon l'actualité que j'ai pu retenir aussi, côté sportif. Mais là, pour nous donner encore une fois des rencontres, des rendez-vous, des informations de notre communauté établie à l'étranger, c'est donc tout de suite, n'est-ce pas? Donc Algériens du monde, bonjour à tous. Algériens du monde, tout à fait. Donc on va commencer par cette information qui intéresse toute la communauté algérienne établie à l'étranger, et c'est ce dépôt de documents d'adhésion à la commission, au bureau plutôt permanent de la conférence de La Haye de droit international privé, et qui stipule l'annulation de la légalisation des documents. Donc c'est le dépôt qui a été fait par notre représentation diplomatique aux Pays-Bas. Donc va permettre de faciliter un petit peu les démarches administratives, et bien sûr ça c'était on a mis en œuvre les instructions du président de la République. Là non, on est au Canada, on n'est pas encore arrivé à cette information. D'accord. On est toujours dans la facilitation bien sûr des démarches administratives, ça c'est une très bonne nouvelle pour notre communauté. Éviter bien sûr les files interminables aussi, et puis la lenteur peut-être de certaines administrations. Absolument, cette démarche va être mise en œuvre rapidement. À la mi-2026. D'accord. On va dire à la mi-2026. C'est une démarche, je disais, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, qui vise à faciliter, bien sûr, les démarches administratives et consulaires surtout. Très bien. Et donc, voilà. La mise en vigueur va être à la programmée 2026. À la mi-2026. Très bien. Donc ça, c'est une grande avancée. De nos ressortissants. C'est une avancée quand même considérable qui va certainement faciliter encore ces allers-retours. Et il y en a des allers-retours en ce moment. Absolument. Voilà. Absolument. On reste toujours avec la communauté et la célébration et la commémoration du 1er novembre. On va à Montréal. Montréal qui a fêté il y a quelques jours. Il faut savoir qu'au niveau des représentations diplomatiques, c'était pas tous pour tous le 1er novembre. C'était un Donc jour, ça s'est fait le 2, le 3. En tout cas, tout le mois,
C'est un mois pour célébrer cette date symbolique et très forte dans l'histoire. C'était un mardi, donc forcément. Aujourd'hui, dimanche, beaucoup de représentations de consulats vont célébrer le 1er novembre. Donc, on va voir peut-être les images de Montréal où on voit la levée des couleurs. Et c'est la photo qu'on avait vue tout à l'heure, si on peut la remettre. Celle-ci. Celle-là, oui, c'est la levée des couleurs. Donc, c'était au consulat, général de Montréal. C'était en présence de notre ambassadeur Nordin Sidi Abed et le consul général à Montréal, Mohamed Zerni. Voilà, j'ai pas. Et puis vous aviez annoncé d'ailleurs qu'il allait avoir des festivités autour donc, de la célébration du 71e anniversaire donc, du déclenchement de la lutte de libération nationale. Donc, tout un programme avait été mis en place et vous l'avez annoncé. Ce qui est bien, c'est de voir toute cette ferveur autour de cette date, la communauté avec toutes les générations, toutes générations confondues. Là, on voit le groupe de musique andalou qui s'appelle l'école Ladj Rafi, voilà, j'y arrive. L'école Ladj Rafi qui met en avant cette richesse de notre patrimoine musical algérien et qui est dirigé par le musicien Redouane Ladj Rafi, qu'on encourage et j'espère recevoir un jour sur ce plateau. Je remercie au passage Raouf pour ces images qui magnifique, avec les tenues traditionnelles et... Voilà, c'est encore une fois une belle image. Une belle image, oui. C'était une belle journée, une belle soirée où on voyait la cohésion de tous les Algériens autour de cette date. Très bien. Voilà. On va rester avec le patrimoine algérien. On revient vers cet événement qui a été annoncé la semaine dernière. Il s'agit de l'exposition sur la Casbah d'Alger en Espagne, à Valencia, qui a été organisée par Zinedine Sefedj, qui il y a quelque temps avait aussi mis en place Dar Zaïr pour mettre en avant tout ce patrimoine. Donc cette fois-ci, la Casbah a l'honneur au centre culturel d'Octubre. Ça s'écrit comme ça, mais je pense en espagnol, ça veut dire en espagnol différemment. Octobre, voilà. C'est un centre qui se trouve au cœur du quartier historique de Valence. Donc l'exposition s'intitule la Casbah d'Alger, un patrimoine vécu. Donc c'est en collaboration avec notre consulat d'Alicante et dans le cadre du festival de Mostra Viva del Mediterranee 2025. Donc c'est un festival qui encourage beaucoup tout ce qui est patrimoine autour de la Méditerranée, mais c'est surtout à l'occasion du 1er novembre. Donc c'était autour des festivités et dans ce cadre-là. Donc l'expo nous plonge dans un patrimoine très riche, vivant et historique. Les photographies ont été prises dans les années 80 par Zinedine Sefedj, justement, pour être exact, c'est en 1987. Il y a une vidéo, on va voir la vidéo et on va revenir vers... اللي شرفونا بالحضور تاعهم في هذه المناسبة الطيبة التي تحكي على تاريخ الجزائر وخاصة الجزائر العاصمة بما أننا رانا نحضروا على مقاصدة batalla del poble d'Algèria per la seva independència, per la seva descolonització. Que per al 7 d'octubre i per l'Acció Cultural del País Valencià és un plaer acollir-vos a todas y todos. Une palette de photographies. Les photos nous plongent dans la vie à la Casbah. Donc elle met en avant. Elle a mis en avant tout ce patrimoine, mais surtout la vie dans ces quartiers. Et l'expo a été enrichie par l'œuvre d'une artiste algérienne qui vit aussi en Espagne. Il s'agit de Sana Gasmi, qui a
créer un dialogue entre l'art et toute la richesse historique de ce quartier. Donc l'art et le patrimoine, ça c'est aussi la touche artistique qui faisait partie de cette exposition. Dernière information. Je rappellerai juste que, avant de passer à la dernière information, que l'expo se poursuit jusqu'au 29 novembre prochain. Okay. Donc, on a le temps. On va prendre un billet alors. Pour les Algériens qui sont en Espagne, ils peuvent aller se ressourcer un petit peu. En parlant de billets, il y a une nouvelle aussi autour. Donc, les billets, il y a deux nouvelles lignes, Nantes et Strasbourg. Les billets ont déjà été... on a commencé à vendre les billets pour ces destinations. Et ça va être à partir du 1er décembre. Très bien. Voilà. On termine avec cette info? L'info est plutôt sympathique. On reste dans le patrimoine algérien, mais touristique. Donc la chaîne américaine ABC7 qui a invité notre ambassadeur à Washington, Monsieur Bourkadoum, et pour sa première émission d'une longue série sur la destination Algérie. Donc aussi là, on a tout un programme dédié à l'Algérie, dédié à la promotion de la destination Algérie. On va voir un extrait aussi. Washington's Travel Spotlight is sponsored by Algeria. Our Good Morning Washington team had an incredible experience exploring Algeria, from the Mediterranean coast to the Sahara Desert and everywhere in between. The landscapes were breathtaking, but what truly made this trip unforgettable were the people, the warmth, the hospitality, and the pride in their culture. It really shines through in every corner of the country. I sat down with His Excellency Sabri Boukhadoum, the ambassador of Algeria to the United States, to talk more about what makes the country such a special destination and why now is the perfect time for travelers to discover it. Take a look. Ambassador, wonderful to be with you. Let's talk about Algeria, the stunning and diverse country. What surprises visitors most when they visit for the first time? The landscape and more the hospitality of the people. People are really nice there in Algeria. Really are, and I know before our trip we had talked and you told us you're going to meet people, they're going to welcome you into their homes and they're going to treat you like family, and we saw that firsthand. So let's talk about that warmth and hospitality. How would you describe the role of hospitality in Algerian life? Voilà, c'est magnifique. So wonderful, so wonderful. Bien sûr, en tout cas, dans une émission qui fait la promotion de la destination Algérie. Merci beaucoup à vous deux. Peut-être qu'on va rendre hommage juste une pensée particulière à Samir Zetouni. Très bien. Avec une pensée particulière pour sa famille aussi. Et j'espère un prompt rétablissement le plus rapidement possible. Très bien. Samir Zetouni qui rappelle on a pu avoir. Voilà. Oui. On va le rappeler, il a sauvé des vies à Londres face à... C'est vrai. C'est vrai qu'il a fait... on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et dans l'actualité surtout. Parce que, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci. À la semaine prochaine. Merci Amel. Merci à vous. Inch'Allah. On continue cette fois-ci avec un reportage signé Nawal Benjilali qui s'est intéressé à la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. On y va, on se retrouve juste après. Oui, Chaque année, avec l'arrivée de l'automne, revient une préoccupation de santé publique majeure, la grippe saisonnière. Cette infection virale, souvent sous-estimée, peut entraîner des complications graves chez les personnes vulnérables. Face à cette menace annuelle, la vaccination se présente comme le rempart le plus efficace. La grippe, c'est une maladie contagieuse, saisonnière, qui arrive surtout au niveau de l'hiver. Voilà, on peut être atteint de cette maladie pendant la période hivernale. Voilà. Donc, il faut se vacciner pour ne pas, déjà, pour se protéger et ne pas
pour se protéger déjà, pour ne pas avoir des signes de la grippe comme le rhume, avoir des maux de tête, une toux sèche, et pour ne pas être... parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, et on peut être... comment dire? C'est une maladie contagieuse. La période d'incubation de ce virus est de 4 jours. Donc peut-être moi, je suis maintenant porteuse de ce virus en moi, mais je porte pas, les signes ne sont pas encore apparents, mais je peux quand même transmettre ce virus à vous, à une autre personne. Voilà, c'est un simple exemple. Donc, ils peuvent tomber malades, mais toujours la forme légère. Il faut qu'ils se vaccinent. Le principe du vaccin antigrippal repose sur l'introduction dans l'organisme des virus inactivés, c'est-à-dire rendus inoffensifs. Leur présence permet au système immunitaire d'apprendre à reconnaître le virus et de produire des anticorps spécifiques. Ainsi, lorsque l'organisme rencontre le vrai virus grippal, il réagit rapidement et efficacement pour le neutraliser. J'appelle les gens, et j'incite presque tous les gens de se rapprocher des polycliniques et en même temps des pharmacies pour acheter ce vaccin qui est c'est un geste simple, il ne faut pas craindre la piqûre, c'est un geste rapide. En même temps, ils vont avoir juste quelques signes qui sont vraiment légers après l'injection. Des signes, c'est presque les mêmes signes qui ressemblent à la grippe. Certaines personnes bénéficient particulièrement de cette protection dans une période bien précise. C'est une obligation, presque, pour se vacciner au-delà de 65 ans. Voilà. Et même les gens qui ont des maladies chroniques comme le diabète, la tension, les maladies auto-immunes, et les enfants au-delà de 6 mois qui ont aussi des pathologies nécessitant un vaccin, comme les asthmatiques, quand il y a des maladies qui sont aussi héréditaires. Voilà. Ils ont besoin de se vacciner. À partir de ce mois-ci, il faut commencer à se vacciner. Et voilà, et le vaccin est disponible. Au niveau de chaque polyclinique, même les petits centres dispensaires, il est disponible. Même au niveau des pharmacies, pour les gens qui... Ici, on vaccine les gens qui ont des pathologies chroniques. Mais ailleurs, au niveau des pharmacies, ils peuvent l'acheter. Plusieurs maladies. Alors, je demande aux gens de faire ce vaccin antigrippal parce que c'est bien pour eux, pour des maladies chroniques. En définitive, la vaccination antigrippale dépasse largement le cadre de la simple protection individuelle. C'est un pilier essentiel de la santé publique qui permet de sauver des vies. Alors que le virus grippaux ne connaissent pas les frontières, cette mesure préventive nous rappelle que la santé est une responsabilité à partager. Donc, faisons de ce geste simple un acte de solidarité envers les plus fragiles de notre société. Voilà, et bien sûr, nous sommes en pleine campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Ça va s'étaler encore même au-delà du mois de mars, comme nous l'a dit notre épidémiologiste sur notre plateau. On va parler d'une autre campagne, parce que le ministère de la Santé veille bien sûr à la sécurité sanitaire de tous les habitants. Eh bien, nous allons parler donc de cette campagne de vaccination contre la poliomyélite, qui est une maladie infectieuse également. Avec nous, donc, Madame Dr Nassima Saï, bonjour. Bonjour, bienvenue merci parmi pour nous. l'invitation. Vous êtes donc représentant du ministère de la Santé, vous êtes épidémiologiste et vous allez nous parler donc de cette vaccination, campagne de vaccination contre la polio. On en parle, mais ça fait peur quelquefois et ça a des séquelles. Mais on se disait, est-ce que cette maladie n'a pas été éradiquée? Oui. On va y revenir. Avec nous, Monsieur Hached, donc bonjour et bienvenue parmi nous. Abdelhamid, qui représente le ministère des Affaires religieuses et des WACF. Pourquoi vous êtes parmi nous pour encore une fois rappeler que quand il y a une campagne, c'est bien donc de sensibiliser un maximum de personnes. N'est-ce pas? Marhaba bik. Bien sûr, Allah yaslimak. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien, il faut bien partir
de deux points qui concernent la croyance du musulman. Le premier point, c'est le fait de croire que Allah tabaraka wa ta'ala est la cause première, la cause suprême. Et par la suite, il y a les causes secondes, yani les moyens, les outils. Ces moyens et ces outils, ces causes secondes, ont été créés par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui a établi cet univers dans cet ordre cosmique, basé sur des règles et des lois très rigoureuses, et Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé et nous a ordonné de respecter ces règles et ces lois et ces causes secondes. De là, notre croyance aussi nous oblige à croire bien sûr que Allah tabaraka wa ta'ala a créé la maladie et il a créé aussi la guérison. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien illustré quand il a dit « Ya ayyuhan nas » ô gens. Et c'est un message destiné à toute l'humanité, non pas uniquement aux musulmans ou bien aux croyants. Ô gens, Allah tabaraka wa ta'ala a créé pour chaque maladie une guérison, un remède. Qu'il soit connu par certains ou méconnu pour d'autres. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله خلق لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله. À l'exception, sauf la mort ou bien le haram في رواية واحدة أخرى يعني la vieillesse. Donc on part par croyance que toute maladie a un remède, et la croyance du musulman doit être solide sur ce plan quant à la perception de cette question. Il n'y a pas de maladie incurable. Chez nous, croyants musulmans, ما عندناش مصطلح مرض لا دواء له، مرض ما يتداواش. Il n'y a pas de maladie incurable. Il y a des maladies chroniques, bien sûr, qui peuvent prendre une période plus longue que certaines maladies, mais partons de notre croyance, chaque maladie a un remède. C'est pour ça que vous êtes là justement pour informer donc la population en général de l'importance de la vaccination. Vous accompagnez très souvent le ministère de la Santé pour justement informer et encore une fois sensibiliser. Alors on va revenir à notre invité qui va nous parler donc de cette campagne de vaccination. Surtout, qu'est-ce que ce virus? Vous nous parliez d'un variant. C'est pourquoi? Alors, je vous avais posé la question, est-ce qu'on n'est pas déjà vacciné contre la polio? Est-ce que ce n'est pas une maladie éradiquée déjà? Vous m'avez dit, il y a quand même des variants. Oui. En fait, la poliomyélite, c'est une maladie qui est virale, c'est une maladie qui est à transmission hydrique, et c'est une maladie contagieuse, très contagieuse. Donc ça se transmet par les mains. Le réservoir, c'est les intestins. Et c'est une maladie qui peut être invalidante. Donc ça donne une paralysie à vie et ça peut même entraîner la mort quand il y a une paralysie des muscles respiratoires. Malheureusement, pour celle-là, il n'y a pas de remède, mais comme on dit, il y a une prévention très efficace qui est la vaccination. Maintenant, grâce à cette vaccination, l'Algérie a eu la certification en 2016. On a éradiqué la poliomyélite, donc le poliovirus sauvage. L'Organisation mondiale de la santé. Oui, on a le certificat officiel. Maintenant, toutes ces maladies à prévention vaccinale, il faut savoir quand il y a une baisse de la couverture vaccinale, il y a toujours un risque de réémergence de ces maladies. Il y a une surveillance au niveau du ministère de la Santé, justement. Il y a une équipe qui travaille sur la surveillance. Tout à fait. En fait, c'est grâce à cette surveillance des maladies à déclaration obligatoire, c'est des maladies contagieuses, qu'on peut savoir qu'il y a des cas de toutes ces maladies à prévention vaccinale. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu détecter malheureusement quelques cas. Le premier cas, oui, a un variant, c'est un variant type 2 au niveau de Tamara, c'était en 2022. Et on a eu également 2 autres cas jusque 2024. Et donc, à cause de ça, on est obligé, donc c'est une maladie, le virus circule en général chez les enfants de moins de 5 ans, mais ça n'empêche pas
que les adultes soient touchés s'ils ne sont pas vaccinés. Donc on insiste vraiment sur la vaccination. Justement, il y a un carnet vaccinal, donc obligatoirement à la naissance, donc tous ces enfants doivent être vaccinés pour la polio. Oui, en fait, avant, on avait la vaccination à la naissance pour la polio, mais elle a été retirée en 2021. Actuellement, donc, le message s'adresse aux parents qui a la vaccination de routine à 2 mois, 4 mois, plus un rappel à 12 mois. C'est un vaccin, on a le vaccin oral et on a aussi l'injectable. Et on a encore un autre rappel à la santé scolaire à la première année primaire, donc à l'âge de 6 ans. Maintenant, tout ça, donc c'est vraiment la pierre angulaire, la vaccination de routine, mais ça ne suffit pas puisqu'il y a la circulation de ce variant type 2. Donc c'est pour ça le ministère de la Santé organise ces journées nationales de vaccination contre la polio et contre le type 2 spécialement. Et ça va toucher en fait tous les enfants de 2 mois à 59 mois, donc à 5 ans. Et ça va se faire, donc la première dose, c'est 2 gouttes. Donc c'est un vaccin oral, 2 gouttes à la fin novembre. Et après, l'opération est renouvelée 1 mois après, donc au mois de décembre. Il faut juste rappeler que cette vaccination, pour protéger cette certification, elle se fait déjà avec le vaccin polio au niveau des wilayas frontalières depuis 10-15 ans. Donc c'est quelque chose qu'on fait pour renforcer l'immunité de la population et surtout garder ce statut de certificat de pays libre de poliovirus. L'Organisation mondiale de la santé plutôt. Alors si on devait parler donc de cette protection, est-ce qu'on est protégé toute une vie après cela ou alors il faut encore une fois un rappel à l'état adulte? En fait, quand on fait les vaccinations, c'est-à-dire le nombre nécessaire de vaccinations, on est protégé. Sauf que le virus sévit au niveau des intestins. Et donc, pour arrêter cette circulation, il faut savoir que le virus, en fait, le vaccin contre la poliomyélite, c'est le seul vaccin, quand on l'administre, il continue à vacciner d'autres autour de nous. Donc, c'est le seul vaccin qui peut permettre de rompre cette chaîne de transmission et d'arrêter ce qu'on appelle la circulation. Et quand on dit la circulation, le virus circule au niveau des humains, mais il peut également circuler au niveau des eaux usées. Donc, il faut vraiment rompre cette chaîne et c'est seulement le vaccin oral qui est capable d'assurer ça. D'accord. Alors, vous avez fait appel justement au ministère des Affaires religieuses pour, encore une fois, renforcer vos équipes et pouvoir transmettre le message le plus large possible à travers les mosquées aussi, probablement, n'est-ce pas? Bien sûr. Alhamdulillah, avec le ministère de la Santé, on a de très bonnes relations. On a recouru à plusieurs campagnes de sensibilisation, à savoir notre étroite collaboration concernant le Covid, bien sûr. Il y avait une coordination extraordinaire entre les mosquées, les imams et le ministère de la Santé. On avait eu recours à des médecins pour les faire venir dans les mosquées pour accompagner l'imam dans cette campagne. Bien sûr, il faut rappeler que le fait de recourir à ces moyens, le fait de recourir à ces causes secondes, il faut savoir que c'est un acte d'adoration. Ça veut dire, quand on s'applique et on prend cette mesure, ça veut dire qu'on est en train d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'est Allah qui nous a recommandé de prendre toutes les dispositions pour la prévention, pour la guérison. Et d'ailleurs, pour revenir au hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ayyuhan nas tadawaw. C'est un appel aux gens, à toute l'humanité, à s'entraider pour faire face à toutes les maladies, bien sûr. Tadawaw fa inna Allah azza wa jalla khalaqa li kulli da'in dawa'a إلا الموت أو إلا السام أو إلا الهرم كما قال صلى الله عليه وسلم وقال علمه من علمه جهله من جهله. Donc, pour nous, on fait confiance à nos médecins. D'ailleurs, احنا عندنا في الفقه يقول لك يشترطوا في المسائل تاع الطب يقول لك il faut recourir aux médecins musulmans de confiance. الطبيب المسلم الثقة. Donc, on fait confiance à nos médecins. Ce sont des musulmans et quand ils nous recommandent quelque chose, bien sûr, on leur fait confiance et bien sûr, et on suit, et c'est de leur responsabilité, bien sûr, parce que plusieurs fois, la fatwa de l'imam, elle vient après le diagnostic du médecin.
Après les recommandations du médecin, quand par exemple في الصيام لما واحد يجي يقول لك انايا عندي ulcère ولا عندي un cancer وكيفاش ندير في الصيام، نقول له qu'est-ce que votre médecin vous a recommandé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand il nous dit que le médecin m'a permis de jeûner, on dit vous jeûnez. En tout cas, il va y avoir donc les imams seront aussi accompagnés de médecins. Nous aurons des recommandations pour. Nos mosquées sont toutes grandes ouvertes pour les médecins. On va essayer de sensibiliser les gens de la manière la plus massive, bien sûr, large possible, et pourquoi pas les inviter à venir chez nous comme en tout cas, voilà, bravo à vous. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. C'est vrai que c'est court, on n'a pas eu l'occasion de trop nous étaler sur cette campagne de vaccination. Le ministère de l'Éducation nationale également est partie prenante pour cette campagne. En fait, il y a un comité de pilotage multisectoriel. Tous les secteurs sont présents, sont présents avec nous, et on remercie notamment le secteur des affaires religieuses. Ça a déjà fonctionné avec les imams et mourchidettes. Je voudrais juste rappeler à la fin que c'est un acte, la vaccination, c'est un acte de prévention, et c'est le deuxième après l'allaitement maternel. Donc il faut vraiment en profiter pour protéger nos enfants. C'est la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Allez-y, faites attention à votre